Bonjour en ce mardi matin, j'espère que hier le Big Data vous a bien plu. Aujourd'hui, nous allons parler RPA, Robotic Process Automation. Et le plus simple, c'est de faire un saut en arrière, 93 ans en arrière, et de regarder un jeune homme, il avait 25 ans, Charles Lindbergh, en 1927, il a fait la première transatlantique monopilote d'un seul coup, de New York à Paris, et il a mis 33h30. 33h30, 5800 km, à bord de son monomoteur, le Spirit of Saint-Louis, à piloter l'avion au-dessus des vagues, parfois descendant à très basse altitude pour augmenter sa charge de travail et son stress de manière à ne pas s'endormir. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'à l'époque, dans ces avions, eh bien, il n'y avait pas vraiment de pilote automatique. Il faut attendre 1947 pour qu'un C-47 fasse le premier décollage et le premier atterrissage automatique, mais avec des critères de sécurité qui, à l'époque, n'ont pas permis vraiment d'étendre le concept. Nous avions à bord des avions un commandant de bord, un copilote et un officier mécanicien derrière. Pourquoi? Parce que chaque vol devait être préparé, calculé, et ça prenait une multitude de personnes pour faire tous ces calculs. De nos jours, le mécanicien navigant a disparu, l'informatique a remplacé bon nombre des tâches qu'il occupait avant, et nous avons des applications pour rentrer nos paramètres et avoir automatiquement nos distances de décollage, nos paramètres de décollage, fonction des températures, ce qui nous permet in fine, d'être plus économe en carburant, de mieux optimiser nos vols et d'avoir une meilleure rentabilité dans notre industrie. Si vous regardez le film Les Figures de l'ombre, vous vous rendrez compte que la NASA, pour envoyer des hommes dans l'espace, c'était la même chose. Au début, ils ont dû calculer à la main des milliers et des milliers d'équations, et au fur et à mesure, ça a été remplacé par l'informatique. Donc vous allez me dire, l'informatique retire un petit peu le côté fun ou manuel. C'est vrai, dans un cockpit, j'ai commencé sur Super Étendard, comme vous voyez, c'est assez vieux. Je n'avais pas vraiment de pilote automatique, je devais faire l'appontage à la main. Mais posez-vous cette question après 7 ou 8 heures dans un avion de chasse comme le Rafale, ou après 14 heures de vol transatlantique pour rejoindre deux destinations très lointaines, est-ce que vous préférez confier certaines tâches à l'informatique et en tant qu'humain prendre du recul, observer, décider, être intellectuellement en anticipation par rapport aux événements à la machine, ou être pris par des tâches qui de toute façon peuvent être réalisées de manière plus performante par l'informatique? C'est exactement la réflexion que nous avons depuis une vingtaine d'années dans l'aérien. C'est pour ça que nous avons de plus en plus d'automatisme. Et la place de l'humain, que ce soit sur un champ de bataille ou dans un avion de ligne, a tout simplement évolué. Et notre performance, notre capacité à produire a augmenté de manière exponentielle, tout comme la sécurité de notre industrie. Profitez bien de cette heure sur le RPA. N'oubliez pas la petite checklist. Éteignez votre micro, prenez votre café et fly safe. À demain. Pour une dizaine de minutes avec Alexis de Serala, qui interviendra en tant que spécialiste métier. Serala est une fintech internationale de logiciels B2B qui optimise et sécurise l'ensemble des flux et processus financiers. Leur solution de gestion de crédit automatise toutes vos opérations commerciales liées au crédit client. Ensuite, on passera avec Olivier Blandin de Cash Bonjour. Credit, qui interviendra aussi en tant que spécialiste métier. Cash Credit du groupe Urios BEIC vous permet de déployer de façon systématique des scénarios de gestion du poste client personnalisé, associant des leviers préventifs. Kessako, il nous expliquera. Nous terminerons par un témoignage corporel de Sophie Lebrasseur, qui est responsable comptabilité tiers et credit management et qui nous apportera son expérience dans la mise en place d'un projet de RPA. Bonjour à tous. Je vais dans un premier temps laisser nos experts se présenter une dizaine de minutes chacun, plus en détail et présenter leurs solutions. Puis Sophie nous partagera donc son retour d'expérience corpo d'implémentation d'une solution RPA. Pour finir, nous passerons aux questions-réponses pendant une quinzaine de minutes. N'hésitez pas à utiliser le chat, à poser vos questions. Sinon, moi, j'ai quelques questions qui sont dans ma poche que je pourrais poser à tous nos experts. Christophe et Pascal, c'est à vous. Je vous passe la main.
Merci beaucoup, Florian. Donc, en 2 secondes qui je suis, donc je suis Pascal Drouet, je suis le fondateur d'une société de conseil, qui s'appelle AMCP Business Conseil. Il n'y a pas encore si longtemps, j'étais directeur commercial chez Automation Anywhere et encore avant chez Ritsoft, dans tout ce qui est automatisation, donc des processus financiers, plus particulièrement le P2P et entre les 2, j'ai aussi travaillé dans le record to report. Donc tout ça pour dire que, j'ai une vision assez globale de ce qu'est l'automatisation des processus finance. Et donc, je vais essayer en 5 minutes de vous désacraliser le RPA, de vous expliquer ce que c'est, comment ça marche, d'une façon très light, bien évidemment, avant de passer la main à Christophe. Alors tout d'abord, le RPA, qu'est-ce que c'est? Faut tout simplement retenir que c'est une forme particulière d'automatisation des processus métiers. Si on veut schématiser, c'est ce qu'on peut appeler la robotisation des métiers en col blanc. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, bah, ça veut dire que en fait, elle permet donc de répliquer des actions informatiques humaines. Et il faut savoir que c'est une tendance actuelle qui est très forte. McKinsey disait assez récemment que c'est parmi les technologies d'automatisation une de celles qui aura le plus d'impact d'ici à 2025. Et concrètement, la RPA, qu'est-ce que c'est? Bon, les solutions de RPA sont des solutions, des logiciels informatiques qui permettent de configurer un ensemble d'actions à répéter avec des liens logiques entre elles. Ces logiciels sont accessibles sur un poste, donc en local, ou bien à distance via une machine virtuelle. Les robots RPA, c'est une première chose qu'il faut avoir en tête. On parle souvent de robots. On parle de plus en plus d'assistants digitaux, notamment chez Automation Anywhere. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, les robots RPA peuvent effectuer les actions suivantes: ouverture, navigation, fermeture d'applications de site web, saisie dans les systèmes d'information, récupération et envoi d'emails, manipulation de données, écriture et formatage de données dans Excel, création de dossiers, transfert de fichiers, etc., etc. Par définition, les solutions RPA effectuent donc des tâches configurées, mais ne peuvent pas déduire des actions. En effet, si le robot ne reconnaît pas une situation et ou ne sait pas quelle action effectuer, il va tout simplement s'arrêter et exécuter les règles de gestion des erreurs configurées, envoyer un email, faire apparaître un message, effectuer un autre processus. C'est pour cela que l'on parle d'assistant à l'humain. Par ailleurs, les solutions RPA intègrent, et Christophe en parlera plus avant tout de suite après moi, les solutions RPA intègrent de plus en plus de composants intelligents. C'est une tendance lourde qui permet d'aller plus loin dans l'automatisation, c'est ce qu'on appelle la dimension cognitive. Un exemple classique, c'est l'utilisation d'une solution d'OCR qui permet la reconnaissance des caractères et qui donc permet de lire les données d'une facture fournisseur. C'est l'exemple le plus simple que l'on puisse citer. Quels sont les bénéfices d'une solution RPA? En effectuant les tâches informatiques à la place des humains, les assistants robots permettent des gains de temps significatifs. Les humains ainsi libérés de ces tâches répétitives, et retenez bien ces mots, de ces tâches répétitives, fastidieuses, chronophages, à faible valeur ajoutée et à risque, et qui peuvent générer des risques, peuvent se concentrer sur des activités plus stratégiques et ou des activités nouvelles qui ne pouvaient pas effectuer par manque de temps. Ces gains peuvent être appréciés en gains qualitatifs ou bien quantitatifs, voire les deux. De plus, et c'est extrêmement important dans les métiers qui sont les vôtres, l'utilisation des assistants robots permet de sécuriser les données de différentes façons. Les erreurs humaines sont supprimées, ce qui permet donc de limiter les erreurs et d'augmenter la qualité des données. Les actions des assistants robots sont tracées et enregistrées, ce qui augmente considérablement la traçabilité des opérations et facilite les audits. Enfin, la mise en place d'assistants robots permet la simplification des processus métiers. En effet, elle nécessite d'optimiser et de remettre à plat les processus. Les opérationnels ont une vue plus claire. La RPA est ainsi un facteur d'harmonisation. Perdons pas de vue non plus que la suppression des tâches répétitives permet de soulager les employés et ainsi améliore également le bien-être au travail. Alors, quelques cas d'usage pour vous donner un petit peu d'éléments concrets autour de tout ça. Vous l'avez compris, l'automatisation des processus métiers via la RPA peut s'appliquer à tout type de processus qui effectue la manipulation de données et utilise différentes applications. En prenant en compte les différents critères que je viens d'évoquer précédemment, il s'avère que les processus de la fonction finance sont des candidats intéressants et à fort potentiel pour le RPA. En effet, ils manipulent un grand nombre de données et utilisent des règles de gestion précises. Alors, si on veut donner quelques exemples d'automatisation applicables au monde de la finance, certains étant très orientés credit management, il y a la gestion des clients et des fournisseurs, donc par exemple la saisie des informations dans les systèmes d'information, la mise à jour des données, la gestion du risque client, bien évidemment, la saisie des factures et plus globalement son processus, donc les interactions entre l'administration des ventes, la production, la logistique, la comptabilité, les services juridiques, etc. Enfin, bref, tout ce qui permet de gérer aussi le recouvrement, puis bon, bien sûr, la gestion des commandes, le reporting.
Pour conclure mes 5 minutes, l'automatisation des processus métiers fait partie aujourd'hui des enjeux majeurs des entreprises. C'est non seulement le cas par de la volonté permanente d'améliorer la productivité, mais c'est également un atout pour la transformation digitale de l'entreprise. Dans ce cadre, la RPA permet notamment d'automatiser des flux de données entre des applications difficiles à interfacer. Le RPA est remarquable pour traiter les tâches répétitives, fastidieuses, chronophages, à faible valeur ajoutée, à risque, fondées sur des règles et faisant appel à des données numériques. Voilà, j'en ai terminé pour mon intervention. Christophe, si tu veux prendre la main, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Ouais. Donc, Christophe Rebecki, j'ai passé toute ma carrière, c'est-à-dire 26 ans, dans l'automatisation, procure to pay, record to report, order to cash. Donc, c'est un peu, je suis monsieur automatisation. Donc, j'ai prévu quelques slides pour vous expliquer l'automatisation versus le RPA et revenir sur des points qu'a mentionné Pascal. Donc, le RPA, déjà Robotic Process Automation, hein, comme le disait Pascal, ce sont des solutions qui permettent d'automatiser des tâches répétitives en reproduisant les actions humaines à travers l'interface utilisateur, à travers l'écran. Par définition, la RPA, c'est donc une solution qui est transverse à tous les processus métiers et qui est agnostique des systèmes cibles parce que toutes les entreprises ont en général plusieurs systèmes. J'ai fait un petit schéma tout simple, plus bête, ça n'existe pas, pour expliquer sur différents processus métiers la différence. On voit bien que sur des domaines finance, procure to pay, order to cash, etc. Procure to pay, order to cash et record to report sont les 3 piliers de la finance, donc on reste dans la finance. Une solution d'automatisation, si on dit les choses bêtement, permet d'automatiser, en général, toutes les solutions qui se décrivent comme solutions d'automatisation, permettent d'automatiser un processus métier ou plusieurs processus métiers. Elles sont donc en général spécifiques à ces processus métiers. C'est très bien, parce que ça permet de traiter un processus métier de A à Z, de façon très complète, etc. Mais ça oblige à multiplier les solutions, 10, 15, 25, 30, parce que pour un même processus, on voit la finance, par exemple, il y a 5, 10 solutions qui existent pour traiter des sous-processus de la finance. Alors que la RPA permet, avec une seule et unique solution, de traiter l'ensemble de ces processus, peut-être pas à 100% comme chaque processus métier, peut-être à 80, 90%, 95%, mais avec une seule et unique solution. Donc, on voit que c'est vraiment c'est un peu l'avenir de l'automatisation, c'est d'avoir une seule solution pour tout traiter. Mais par contre, enfin, l'avenir, mais ce n'est pas concurrent. L'un peut aller avec l'autre. Je dis toujours que la RPA permet, par rapport aux solutions existantes, de combler les trous qu'on a dans la raquette. Plutôt que de continuer à rajouter des solutions métiers, avec les RPA, on va combler tous les trous qu'on a dans la raquette. Donc, c'est vraiment complémentaire aux solutions. Quels sont les bénéfices? Il y en a plusieurs. Déjà, en commençant par les collaborateurs. J'ai bien aimé la vidéo d'introduction sur l'avion parce qu'effectivement, c'est ça, en fait. La RPA permet aux collaborateurs, à vos collaborateurs, de se focaliser sur leur métier. Les collaborateurs passent leur temps à saisir des données, à alimenter la bête. Et la réalité, c'est que ce n'est pas le métier. Quand on parle de RH, de finance, du credit management, votre métier, ce n'est pas ça. Votre métier, c'est de faire autre chose que de la saisie de données. Donc, loin d'être une crainte pour les collaborateurs et les managers, les RPA devraient être un sujet d'enthousiasme fort. De même que l'informatique dans l'aviation est un sujet d'enthousiasme pour les pilotes d'avion et de sécurité pour les clients. C'est un facteur de compétitivité parce que ça permet vis-à-vis de ses clients d'être plus compétitifs, plus réactifs, plus flexibles, d'avoir une meilleure qualité. Ça permet donc tout ça et de réduire évidemment les coûts. Dans ce cadre-là, est-ce que la RPA et l'automatisation sont des options? En fait, pour moi, non, parce que les entreprises classiques, historiques, font aujourd'hui face à de la concurrence accrue, à des concurrents nativement digitaux, plus flexibles, plus agiles, moins coûteux. Et donc, pour moi, j'ai coutume de dire que la RPA et l'automatisation sont une nécessité. On digitalise ou on meurt. Et c'est un peu ça la réalité. Hein. Aujourd'hui, est-ce qu'on vend encore des avions non informatisés? Bah, non, sauf pour faire des shows aériens. Et ça n'existe plus. Alors, Automation Anywhere, quelques mots. Je ne vais pas en parler pendant de longues minutes, juste pour dire que nous sommes un acteur international important, un des 2 acteurs majeurs au niveau mondial, recommandé par les analystes. Et si vous lisez le rapport Gartner, vous verrez qu'ils disent le plus grand bien de notre solution, considéré par le Gartner depuis plusieurs années comme un leader, hein, dans leur Magic Quadrant, présent dans plus de 90 pays, avec
les chiffres sont anciens, là, en fait, c'est plus de 2,5 millions d'assistants digitaux déployés dans les entreprises. Donc, vous voyez, c'est quelque chose aujourd'hui qui fonctionne et qui fonctionne depuis de nombreuses années. Quelle est notre vision? Je pense que la vision d'Automation Anywhere est assez intéressante parce que la vision d'Automation Anywhere sur l'entreprise, je dirais 2.0, on peut dire 3.0 aujourd'hui, c'est que les collaborateurs d'une entreprise aujourd'hui ne doivent pas être vus sous l'angle de collaborateurs humains seuls. Quand vous pensez à collaborateurs, vous ne devez pas penser à employés. Vous devez aujourd'hui penser à des collaborateurs humains travaillant avec des collaborateurs digitaux. Votre force de travail aujourd'hui, ce sont des collaborateurs humains et des collaborateurs digitaux, où l'humain se focalise sur la réflexion, sur la valeur ajoutée, sur l'assistance au client, sur son vrai métier, et le collaborateur digital, lui, se focalise sur les tâches répétitives. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. Et des tâches répétitives, chacun d'entre nous en fait, vous en avez partout dans votre entreprise, et vous savez quoi? Ça vous coûte des millions d'euros, des dizaines de millions d'euros chaque année. Donc, c'est vraiment un facteur de coût. Et donc, utiliser des collaborateurs digitaux, ça permet non seulement d'être plus compétitif, de survivre, de se déployer, mais en période de crise, d'être beaucoup plus résilient et de faire face, d'être beaucoup plus solide en période de crise. Si je veux vous présenter notre solution, c'est important, je voulais vous faire cette petite présentation parce que notre solution va vous expliquer ce que recouvre la RPA. La RPA, par définition, permet d'automatiser le traitement de données structurées. Par exemple, aller chercher des informations sur un site web. Par exemple, aller chercher des informations dans un système ou sur un fichier Excel pour le mettre dans un autre système. Vous avez deux types de robots. Vous avez, et je ne vais pas utiliser de termes techniques que seuls les éditeurs comprennent. Vous avez le robot autonome qui va se lancer sur la base d'un événement tout seul, sans aucune intervention humaine. Par exemple, je veux prendre des données d'un système pour les mettre dans un autre système. Il n'y a pas d'intervention humaine. C'est un événement qui va déclencher le robot qui vit sa petite vie toute seule. Et puis, vous avez le robot sur le poste de travail de l'utilisateur. Je suis, par exemple, un service client où je suis, j'ai besoin de créer un nouveau fournisseur ou un nouveau client et je vais commencer ma petite tâche. Et puis, finalement, je vais commencer mon processus et finalement, plutôt que de finir le processus tout seul parce que c'est du copier-coller, de la recherche d'informations, par exemple, créer un nouveau client, aller chercher sur un site web les données pour un client, plutôt que de faire tout ça tout seul, je vais cliquer sur mon petit robot, je vais lancer mon petit robot qui va aller chercher les informations clients sur différents sites web, sur différents systèmes et créer les données dans le système. Donc, moi, humain, je vais commencer un travail. Et puis, finalement, comme le reste est un peu rébarbatif, je vais lancer mon robot qui va le faire. Et puis, vous avez quelque chose de plus poussé, ce qui est la collaboration humain-robot, qui est un processus qui va intégrer des humains, qui déclenche des robots, qui redéclenche d'autres humains, qui redéclenche d'autres robots, donc, où des humains et des robots vont interagir pour traiter ensemble un processus beaucoup plus compliqué. Donc, ça va quand même très, très loin. Mais ceci étant lié à des données structurées, aller chercher des infos dans un système, sur un site web, etc. Et puis, vous avez le traitement des données non structurées, c'est ce dont parlait Pascal également, aller capturer sur des documents papier ou digitaux des informations. Globalement, remplacer l'humain qui prend un document pour saisir les informations non structurées, une facture fournisseur, des documents clients dans la banque, par exemple, quand vous constituez un dossier de crédit, et ben, vous avez la machine qui va, sur un document scanné ou numérisé ou nativement digital, aller rechercher l'information, la saisir automatiquement et l'intégrer, et les robots prennent la suite. Voilà. Donc ça, c'est les différents modules de ce qu'on peut appeler la robotisation. Et puis, chez Automation Anywhere, on va plus loin pour faciliter la tâche. On a des robots qui vont être capables, sous réserve qu'on leur donne l'autorisation, d'analyser le travail des humains, de voir ce qui leur prend du temps, d'analyser les processus et les tâches les plus répétitives et de créer automatiquement le robot. On assiste l'humain dans la recherche des tâches automatisables et dans la création du robot. On a même des bot stores qui permettent de télécharger des robots tout faits par métier, par système cible, etc. Et bien évidemment, des KPI, des beaux dashboards qui permettent de mesurer tout ça. Donc voilà en quelques mots ce que fait Automation Anywhere. Donc des robots assistés, travaillant tout seuls, ou des humains robots qui travaillent ensemble, du traitement de données non structurées. Et puis on optimise le truc, on vous facilite la tâche en ayant des bot stores avec des robots tout prêts à télécharger et des robots qui découvrent pour vous les tâches automatisables et qui créent les robots pour vous. Donc ça va vraiment très très bien. C'est donc une solution de bout en bout qui est super intuitive. Je vous montrerai une petite vidéo qui est très facile à déployer, qui est conçue pour être accessible par les métiers, par les sachants métiers. Aujourd'hui, la robotisation n'est plus que dans les mains de l'informatique. Le rôle de l'informatique, c'est d'assurer la gouvernance et le traitement des processus
très complexes. Mais les processus simples peuvent être paramétrés par les sachants métiers directement. Donc, on gagne en flexibilité, en réactivité. Et puis, disponible soit dans le cloud, soit on-premise, c'est-à-dire il vous suffit de quoi? D'Internet Explorer, de Google Chrome ou de quoi que ce soit. Vous tapez et puis vous avez accès à vos robots. Donc, c'est super. Donc, un exemple voilà, une copie d'écran, par exemple. Comment constituer un robot? C'est très graphique. Vous faites du copier-coller et puis vous constituez votre process de même qu'on constitue un workflow. Honnêtement, plus simple, c'est quand même compliqué. Voilà. Et puis, quelques exemples de tâches automatisables dans différents processus métiers. C'est quelque chose d'assez standard. Par exemple, une création d'un client et une mise à jour d'un client. Donc ça, c'est quelque chose d'assez récurrent ou d'un fournisseur. Aller rechercher l'information sur un client, sur des sites web, dans différents systèmes, et créer automatiquement le client et le mettre à jour régulièrement. Par exemple, ça, c'est des tâches qui sont totalement automatisables. Mais il y en a des milliers dans chaque entreprise. Et puis, un petit conseil pour finir avant de vous montrer la vidéo, un conseil pour déployer, parce que tout le monde s'intéresse à l'RPM et je pense que 90% des entreprises prennent le problème par le mauvais bout. C'est-à-dire qu'elles se disent, tiens, j'ai un cas d'usage, je voudrais mettre en place un robot. En fait, un robot, ce n'est pas fait pour traiter un cas d'usage. Enfin, ça peut le faire, mais ce n'est pas l'enjeu. Ce qu'il faut, c'est penser global, avoir une vision globale à l'échelle de l'entreprise, à l'échelle du groupe, et que le projet soit porté par le top management. Encore une fois, qui manipule de l'Excel dans une entreprise? Tout le monde. Rien qu'avec ça, qui est un mini cas d'usage, vous imaginez la portée de la RPA. On peut automatiser. Chaque collaborateur peut être assisté par un robot pour automatiser des dizaines de tâches pour chaque collaborateur. Donc, le potentiel est colossal. Un buy-in du management, démarrer par des quick wins. On ne démarre pas par des cas d'usage compliqués parce qu'on veut montrer ce que ça donne. Non, on démarre par des cas d'usage simples pour montrer un retour sur investissement, générer de l'enthousiasme. Et ensuite, on fait porter le projet par une équipe transverse, qui soit de la transfo digitale, un centre d'excellence qui va fédérer les différents métiers et ensuite déployer. Pour moi, la RPA, c'est comme un PC. Beaucoup d'entreprises se disent, tiens, j'ai un cas d'usage pour mon métier, est-ce que la RPA peut être utilisée? Et derrière, elles ne vont pas au-delà. C'est comme si vous aviez un collaborateur qui vous disait, j'ai besoin d'un PC, est-ce que vous pourriez m'en acheter un? Ah oui, tiens, je vais rechercher un PC pour mon collaborateur. Et personne ne se pose la question de savoir s'il faudrait équiper tous les collaborateurs de PC. Potentiellement, ça sera utile. Et la RPA, c'est exactement pareil. J'ai une petite vidéo que je voudrais vous montrer, si vous m'entendez toujours. Alors, si je trouve ma souris, voilà. Je vais faire arrêter le partage et je vais repartager autre chose, ce qui est une vidéo. Alors, partager quelques secondes. Voilà, ce n'est pas automatisé là pour le coup. Et je lance la vidéo. C'est juste une vidéo un peu teasing qui vous montre la simplicité aujourd'hui de la création d'un robot. Démystifier tout ça en disant mais non, c'est pas compliqué, c'est vraiment aujourd'hui le robot accessible tout le monde, en tout cas au sachant métier, il ne faut pas le mettre dans le monde. Un browser web suffit, c'est hyper graphique. Le sachant métier qui a les droits peut se loguer et créer tout seul son petit robot. À titre personnel, j'en ai créé. Pascal, on a créé. On n'est pas des petits jeunes avec des nez geeks. Et c'est quoi? C'est du copier-coller. Voilà. Alors, bien sûr, ça existe en français, mais les marketing sont en anglais. Et vous créez votre processus aussi bêtement que ça. Alors, certains processus plus compliqués nécessitent des degrés de paramétrage plus avancés. Ce n'est pas la baguette magique et tout se fait pas comme ça. Les cas d'usage simples peuvent se traiter comme ça. Et vous avez votre lancer. Alors là, c'est la vision plus que vous voyez tâches. C'est des tâches de fond qui fonctionnent en arrière-plan. Et c'est entièrement automatique. Le robot dans les mains de tout le monde. On vulgarise le robot, on a vulgarisé le PC, on a vulgarisé le smartphone, on a vulgarisé beaucoup de choses en le rendant accessible à l'utilisateur et en le pensant du côté utilisateur. C'est tout ce que je voulais dire. Si vous avez des questions dans le chat, je vais y répondre et je vais laisser la main en espérant que je sois dans le timing. Merci Christophe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. On y reviendra à la fin avec toute la série de questions.
N'hésitez pas. Je vais passer la main à… Merci Christophe pour cette vision globale sur le RPA. Je vais passer la main à Alexis concernant une vision métier sur le RPA. Merci. Messieurs, vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, parfait. On t'entend très bien. Et vous voyez mon écran. Bon, enchanté. Bonjour à tout le monde, Alexis de Serala. J'ai vu dans la liste des participants qu'il y avait pas mal de nos clients. Donc, bonjour à vous, vous allez vous reconnaître. Donc, je vais très brièvement, pour ceux qui ne connaissent pas, présenter Serala. On est une boîte d'origine allemande, basée en Hambourg. On a été créé en 1984 par une famille, la famille Lindemann. On est plus de 750 employés dans le monde. Et on a 18 bureaux. Et depuis les années 84, on a un seul métier qui est d'automatiser les métiers de la finance grâce à des logiciels. Donc, on va dire que la grande différence, ou une des différences qu'on va essayer de mettre en évidence ici, et qui d'ailleurs est une différence complémentaire avec Christophe et Automation Anywhere, c'est que Automation Anywhere, comme vous avez vu, livre de la RPA de façon horizontale au sein de la société, et donc pour tous les différents silos dans une société, là où Serala est spécialisé uniquement dans le domaine de la finance, et donc dans les cycles order to cash, purchase to pay, on verra ça un petit peu plus dans le détail. Donc, au niveau de Serala, on a commencé dans les années 80 sous MS-DOS, dans les années 90, on a fait ça sous Java. Dans les années 2000, on a fait ça pas mal sous SAP, et maintenant, dans les années 2020, on est sur deux technologies, une technologie cloud et une technologie au sein de l'ERP. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire sur Serala, donc on va vite avancer sur maintenant le sujet d'aujourd'hui, qui est la RPA au sens large. Pascal et Christophe vous ont bien expliqué qu'est-ce que c'est la RPA. Finalement, la RPA, c'est quelque chose qui n'est pas tellement récent. C'est si on réfléchit, la RPA, c'est l'expression logicielle de ce que Ford a fait dans l'industrie de la voiture. Dans l'industrie de la voiture, ça a été d'essayer d'industrialiser un processus métier fait par des humains. Et le but de cette industrialisation était de pouvoir répondre à une demande croissante de véhicules, tout en baissant les coûts pour que les véhicules soient de plus en plus abordables. Et en plus de baisser les coûts, d'éviter, parce que le problème d'un véhicule, c'est que ça doit être très sécurisant et sécurisé, et bien d'éviter les erreurs humaines. Et donc finalement, c'est l'expression de la chaîne de fabrication d'un bien physique, d'arriver à avoir cette même automatisation, mais au sein de biens immatériels. Et les biens immatériels, c'est notre pensée, c'est nos processus, c'est les processus des sociétés. Et ce que moi, je vais essayer d'expliquer un petit peu, c'est qu'est-ce que c'est la RPA, comment ça s'applique dans le métier d'un credit manager, mais également comment la RPA évolue. Alors, premièrement, ce que vous voyez ici, ça va être les grandes raisons d'automatiser. Alors, je vais essayer de bouger, je ne sais pas si vous voyez ça, mais comme ça, vous voyez la totalité de mon écran. Alors, les raisons pour lesquelles il y a de l'automatisation, les raisons pour les sociétés, c'est avant tout une amélioration de la productivité et une réduction des coûts. Mais c'est également, si on regarde sur la droite de l'écran ici, les principales priorités, et Christophe l'a très bien dit, la RPA, la digitalisation des métiers de la finance, du credit management, ce n'est plus une option. Ça a été une option début des années 2000 jusqu'en 2010. Depuis les années 2010, ce n'est plus une option, c'est une question d'y adhérer. Le plus vite on y adhère, le plus agile, le plus facile sera la transition. Et le problème, c'est que quand on sera un retardataire, eh bien, on va être un retardataire au sein de son entreprise par rapport à la compétition. Et au-delà de ça, nos clients, vos clients, vont remarquer que vous êtes retardataire. La digitalisation, c'est quelque chose qui intéresse la majorité des gens, et donc pouvoir proposer à ses clients des processus efficaces, des plateformes connectées en temps réel, dans le cloud, accessibles,
en ligne ou via une application ou quoi que ce soit, c'est quelque chose dont tout le monde on a une envie, on a un besoin. Vous le voyez, vous, en tant que consommateur final, que ce soit avec votre abonnement téléphonique, que ce soit votre abonnement d'électricité, que ce soit Netflix ou autre, on a envie d'avoir un accès constant à l'information le plus vite possible et de façon la plus lisible. Et finalement, vos consommateurs ont également cette envie-là. Donc, on va parler de plusieurs choses et ici, je souhaite d'abord mettre en place une première chose qui est que vous voyez ici que j'ai mis RPA générique étant quelque chose de moins complexe et alors on avance vers l'automatisation robotique intelligente et alors ce qu'on appelle tout à droite, c'est des termes un peu barbares, la RPAAI, donc Robotic Processing Automation Artificial Intelligence ou la RPA 2.0. En fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que la RPA générique, elle existe finalement depuis que les logiciels existent. Fin des années 60, début des années 70, les premiers ordinateurs, les premiers logiciels, les premiers calculs automatisés avec des processus. Et ce qui se passe, c'est que cette RPA nous a tous permis, pendant un certain temps, d'automatiser des processus extrêmement simples. Et ce qui se passe, c'est que finalement, automatiser des processus simples veut dire qu'on automatise des cas métiers simples. Et ces cas métiers simples ne sont pas ceux qui sont chronophages. Donc, ce qu'on souhaite surtout, c'est automatiser davantage, de plus en plus de cas de figure. Mais au-delà d'inventer de plus en plus de cas de figure, on veut qu'ils soient de plus en plus complexes, ceux qu'on automatise, parce que c'est là où il y a un vrai gain de temps. Et donc, c'est là où, à travers ces dernières décennies, on a tous les éditeurs dans le monde essayé de développer en fait des robots qui automatisaient des processus, mais en essayant de répliquer notre cerveau humain. Et donc, pour ce faire, on doit utiliser de l'intelligence artificielle. On va y revenir. On a du coup 3 différentes catégories de RPA. On a une première catégorie ici en bas, qui est une RPA qui est accessible absolument à tout le monde, qui est une RPA où on va livrer des écrans utilisateurs. Dans ces écrans utilisateurs, on va guider les credit managers, la comptabilité client, la comptabilité financière, peu importe, et on va avoir des moteurs de règles, et ces moteurs de règles vont tout simplement être paramétrés par des utilisateurs clés, c'est-à-dire vous, et ces moteurs de règles vont gérer toute une série d'algorithmes. Et ça, c'est extrêmement accessible et finalement, toutes les sociétés devraient au moins avoir ça. Aujourd'hui, en 2020, fin 2020, devraient avoir ça en place. On a alors une deuxième catégorie qui est ici, qui est une amélioration des processus, mais où on va essayer d'aller plus loin. On va essayer d'automatiser des structures, pardon, des données non structurées. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ça, par des données non structurées ? Par exemple, plus tôt, Pascal expliquait, si je ne m'abuse, un ECR. Un ECR, c'est quand ça capture de la donnée. Et souvent, quand ça capture de la donnée d'une facture fournisseur, c'est non structuré. Ça devient un fichier texte plat avec tout le texte qui est là. Et finalement, il faut venir comprendre quelle partie de l'élément qui a été capturé par l'outil est le numéro de facture, lequel est le montant payé, lequel est la date valeur, etc., etc., etc. Et donc là, on doit traiter de la donnée. Et là, la majorité des sociétés ont déjà fait des projets dans ce sens-là, dans les secteurs de la finance, mais pas encore tout le monde. Et alors, on a la troisième catégorie qui est vraiment avoir une autonomie de la solution, une autonomie cognitive. C'est-à-dire, en fait, qu'au lieu d'avoir l'humain qui doit constamment paramétrer ses règles métiers, eh bien, on laisse libre recours aux logiciels, aux algorithmes de s'adapter en temps réel par rapport à ce qu'on appelle en anglais des patterns, c'est-à-dire des cas récurrents que le logiciel détecte. Et vu que la récurrence est telle, eh bien, il y a un niveau de certitude que le logiciel doit s'adapter. Alors, on ne veut pas non plus que ce logiciel vive seul, mais je vais reprendre l'exemple des pilotes de ligne, des avions. Eh bien, de plus en plus de pistes d'atterrissage autour du monde sont équipées de systèmes qui permettent aux avions d'atterrir entièrement seuls. Et chaque seconde de vol, il y a des centaines de milliers de données qui sont collectées, afin que l'avion puisse ajuster en fonction justement du vent, des turbulences, sa trajectoire pour atterrir seul.
Et donc, aujourd'hui, la majorité des avions sont déjà équipés de ces systèmes. Et finalement, on voit que le problème n'est pas des constructeurs. Dans ce cas-ci, les éditeurs de logiciels de proposer ces fonctionnalités, elles sont sur le marché. Le problème n'est pas tellement aux compagnies aériennes parce que ça devient la norme. Donc, les compagnies aériennes l'embarquent. Finalement, ce qu'on voit, c'est que mondialement, chaque aéroport doit faire des travaux, doit faire un projet afin de pouvoir mettre les récepteurs nécessaires physiquement pour que ces avions puissent atterrir automatiquement. Et donc, ça requiert tout simplement un projet. Si j'avance ici, on voit la différence entre l'intelligence artificielle qui existe finalement depuis les années 50. C'est là où les premiers concepts d'intelligence artificielle sont arrivés. Depuis les années 80, on a commencé à mettre de l'apprentissage automatique. Néanmoins, avant d'avoir des cas d'utilisation dans la vie de tous les jours, on n'y est pas encore. C'est finalement comme les avions de chasse. Les avions de chasse développent des technologies qui seront dans les avions de ligne dans 20 ans. C'est vraiment aussi comme la Formule 1. Une Formule 1 a des technologies qui n'arriveront que dans 10, 15 ans dans nos voitures qu'on utilise tous les jours. Et finalement, l'apprentissage profond, ce qui a commencé à être développé durant les années 2005, 2010, c'est l'intelligence artificielle neuronale. Et c'est vraiment où on essaye que le logiciel réplique le cerveau humain, c'est-à-dire le raisonnement humain. C'est-à-dire qu'au lieu de tout simplement répliquer non-stop la même chose, je vais prendre des robots physiques dans une usine. Dans les années 50, 60, 70, ces robots faisaient exactement la même tâche constamment. Et dès qu'il y avait quelque chose, une pièce physique qui était mal alignée, le robot était à l'arrêt. La totalité de la chaîne de production était à l'arrêt. Et finalement, début des années 2000, il y a eu de l'apprentissage profond qui a été mis sur ces robots pour que justement, dès qu'il y avait un problème physique, une pièce qui était mal alignée, le robot faisait des calculs à la seconde afin de s'ajuster. Il apprenait sur le moment. Alors, comment on peut utiliser ça dans la vie de tous les jours? Alors, on a énormément de cas clients différents. Je pourrais vous dire comment est-ce qu'on peut analyser les probabilités de recouvrement par client, etc. On a choisi ici un domaine que je n'ai pas encore présenté à la FDCC, qui est un domaine aussi où je pense que la France est à la traîne par rapport à d'autres pays et qui est finalement comment est-ce qu'on peut accélérer le paiement des factures. Et donc, si on regarde ici, j'ai mis une ligne du temps, en fait, de l'évolution de la facturation et du recouvrement ces 100 dernières années. Et où finalement, on se rend compte que pendant de 1920 à plus ou moins les années 2000, ça a toujours resté des factures qu'on envoyait par la poste, finalement. Depuis les années 2000, on voit en fait qu'il y a une modernisation à un rythme absolument incroyable. Et le dernier point, ce qu'on appelle les créances intégrées, c'est ce que je voudrais vous expliquer. Le but, en fait, c'est de regarder comment est-ce qu'on peut obtenir un paiement instantané. D'ailleurs, c'est une autre table ronde durant cette semaine de l'innovation, mais surtout, comment est-ce qu'on peut demander à nos clients de nous payer plus tôt, immédiatement, la somme complète et sans litige. Donc, finalement, comment est-ce qu'on peut rendre l'expérience client pour émettre un paiement la plus simple? Finalement, comment on peut leur rendre service en nous payant? Eh bien, l'idée est assez simple. L'idée, c'est d'utiliser ce qu'on appelle du request to pay. Request to pay, c'est de la demande de paiement. C'est en fait de convier son client à payer via des outils et à vous payer. Et donc, on a ici un terme barbare que vous voyez qui est le BPP, qui veut dire en anglais Electronic Bill Presentment and Payment. Donc, c'est la présentation de paiement à un client pour que lui puisse payer ses factures en ligne. Et donc, on voit en France, par rapport à d'autres pays, que c'est une utilisation très limitée. Moi, je vais vous dire, par exemple, en Belgique, je suis belge, je paye quasiment l'intégralité de mes factures comme ça, même le ministère des Finances. Je n'ai rien à faire, je ne dois plus me loguer dans un e-banking, je ne dois plus saisir une carte de crédit, je dois tout simplement soit scanner un QR code, soit je reçois un email dans lequel je dois juste faire un clic sans saisir aucune donnée et le paiement est émis. Alors,
Comment on fait ça? On utilise en fait des systèmes derrière. Ça, c'est un système, par exemple, aux Pays-Bas, qui est un système européen. Il y a ça également en Autriche, il y a le PSD2, peu importe, c'est des systèmes un petit peu barbares, mais qui sont en fait des alliances bancaires dans lesquelles les banques tombent d'accord que vous puissiez émettre en un clic, depuis votre compte bancaire, un paiement. Et ce, sans devoir créer un mandat, ce, sans devoir remplir un paiement SEPA, tout simplement en un clic. Alors, on va voir comment ça se fait. L'idée derrière ça, c'est d'essayer de rattraper un retard sur les modèles économiques parce que tout le monde est perturbé avec des paiements et des médiums complètement différents, d'obtenir son cash plus vite et surtout de réduire les coûts de contact. Un exemple concret. On va passer cette slide. Il y a beaucoup de choses sur cette slide. Voici un exemple concret. J'ai mon iPhone, je reçois une facture via mail. Et ici, bon, c'est un paiement d'1 centime, mais vous imaginez le montant que vous souhaitez. Et j'ai un seul bouton qui m'invite, moi, consommateur, à payer. Si je clique sur ce bouton, ça m'amène vers une page. Et une page où je peux choisir la manière par laquelle je voudrais payer. Cette manière, c'est vous, fournisseur, qui décidez. Vous décidez est-ce que vous acceptez les cartes de crédit, seulement les virements SEPA, du PayPal, de l'Apple Pay, peu importe. Vous choisissez les méthodologies de paiement que vous offrez à votre client. Il sélectionne sa méthodologie de paiement et après, on va utiliser une identification biométrique. La majorité des téléphones mis sur le marché aujourd'hui ont tous une identification biométrique. Ce n'est pas obligé. Si vous le faites, par exemple, sur un ordinateur, cette étape biométrique peut être passée. Et une fois que vous êtes identifié, sans avoir saisi aucune donnée, le paiement est exécuté. Et le paiement est exécuté soit avec une carte de crédit, dans ce cas-ci, on voit avec une carte de crédit, soit si j'avais choisi ici la partie iDeal, par exemple, ou la partie qui est ici ou ici, directement depuis votre compte bancaire, sans passer par la carte de crédit. Et je reçois, moi, un mail de confirmation me confirmant que la facture a été soldée. Alors, c'est extrêmement flexible, je ne vais pas aller dans tous les détails, mais l'idée finalement, c'est de mettre un système automatique qui utilise de l'RPA et de l'intelligence artificielle, qui se connecte à votre système, c'est-à-dire le RP, le CRM, votre comptabilité, qui embarque vos processus métiers, donc finalement toutes les règles métiers qui sont paramétrées dans l'outil par vous, et où vous sélectionnez les canaux de communication. On peut même faire ça via WhatsApp, par email, par messagerie, par chatbot. On voyait là tantôt, Christophe, je pense que tu présentais également un chatbot, donc on a ça également. Et vous sélectionnez les méthodes de paiement que vous mettez à disposition de votre client. Et vous pouvez avoir différentes typologies de clients et donc différentes typologies de paiement. Le but finalement, c'est quoi? C'est que vous envoyez un courrier initial, une invitation de paiement au moment où vous émettez votre facture. Ça peut être en parallèle de la facture physique, hein, sans aucun problème. Vous l'envoyez par courrier, par mail, par notification, par WhatsApp, peu importe. Et le client, vous lui donnez des options. Vous lui donnez une option de payer immédiatement ou de déjà donner son accord pour payer à date d'échéance ou pour, par exemple, faire un paiement échelonné, ou tout simplement pour qu'il vous notifie, je ne paye pas maintenant, c'est comme mon réveil, je vous demande quelques jours en plus. Et on va envoyer alors, si vous le souhaitez, des rappels automatiques pour de nouveau inviter la personne à payer. Et ce qui va se passer, c'est que s'il paye en déant la date d'expiration, donc la date d'échéance, tout se passe bien, c'est payé. Et s'il n'a pas payé en déant la date d'échéance, malgré les rappels, ça devient et ça se transforme automatiquement dans un recouvrement. C'est-à-dire qu'on peut continuer à lui envoyer ses invitations à payer. Donc, finalement, ces statuts se mettent à jour, vous les voyez là. Donc, le premier statut, c'est souhaitez-vous payer les 123 €. Le deuxième statut, c'est attention, il faut payer dans 3 jours. Le troisième statut, c'est ça a été payé ou pas. Et si c'est expiré, on renvoie des relances. On peut faire ça aussi sur des factures papier, c'est-à-dire que quand vous envoyez la facture papier ou via PDF, il y a tout simplement un QR code qu'on voit ici à l'écran et les personnes peuvent scanner ça avec leur téléphone, mais aussi des logiciels sur un ordinateur qui scannent les QR codes et qui créent automatiquement la demande de paiement. C'est ma dernière slide pour essayer de rester dans les temps. Qu'est-ce qu'on a vu en termes d'économie de budget
chez différentes typologies de clients. Alors, on a vu de moins en moins d'appels infructueux. On a surtout vu une accélération des paiements parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi, en tant que consommateur, alors la différence, c'est le B2B et le B2C, bien sûr, mais moi, quand je reçois une facture, je les mets sur le coin de mon bureau durant toute la semaine et le week-end, un matin, je me réveille, je prends un café, je paye mes différentes factures. Et donc, ça veut dire qu'il y a automatiquement un délai de quelques jours. Si j'ai reçu la facture le lundi, ça va attendre le week-end qui vient. Eh bien, je peux vous assurer que les factures que je reçois via mail, où tout ce que je dois faire, c'est un clic, c'est à la réception du mail que j'effectue le paiement. Et donc, ça veut dire que finalement, mon fournisseur reçoit le paiement plus tôt. Il y a moins de coûts de recouvrement. Pourquoi? Parce qu'il y a à la fois moins de recouvrement, mais aussi parce qu'on a offert une solution très simple pour votre paiement, pour votre client de vous payer. Il y a beaucoup moins de fraude notamment à la carte de crédit, pour les fournisseurs télécoms, entre autres. Et alors, il y a un point qui est assez intéressant, qui est le score NPS. Le score NPS, c'est un score, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est une notation internationale de satisfaction de client. Et ça vient calculer tout simplement la satisfaction client par rapport à votre innovation, quelle que soit l'innovation que vous représentez. Et alors, beaucoup moins de papier. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Et pourquoi est-ce qu'on a décidé de présenter ces technologies-là finalement aujourd'hui? C'est parce que cette technologie est complètement agnostique de vos systèmes, quel que soit votre ERP ou votre CRM. Mais au-delà d'être agnostique de vos systèmes, c'est aussi une solution qui s'installe en 2 à 5 jours, complètement dans le cloud, qui est extrêmement économique et qui s'adresse aussi bien à de toutes petites entreprises qu'à des sociétés de plusieurs milliards de chiffres d'affaires. C'est la même solution qui est derrière, c'est juste une question de volumétrie. Ce qui est en général pas le cas avec Serala. Nos autres solutions ont besoin effectivement d'avoir une certaine volumétrie et s'adressent plutôt à des sociétés assez larges. Mais ici, vu qu'aujourd'hui, on a quand même un panel de participants qui viennent de différents environnements, eh bien, on souhaitait tout simplement présenter cette technologie-là. Et au-delà de la technologie Serala, je pense que le grand message, c'est surtout de vous dire l'ARPA, l'intelligence artificielle, on peut l'installer au sein de sa société, bien sûr, et Serala fait ça comme Automation Anywhere. Mais ce que vous pouvez aussi faire, c'est trouver un prestataire qui vous propose un service, comme ce service-là. Et finalement, où l'intelligence artificielle, la RPA, ce n'est pas à vous de la gérer, elle est gérée par le prestataire. Voilà. Merci Alexis. Je vous remercie beaucoup. Je finis là-dessus et au prochain. Merci Alexis pour ce cas d'usage et nous aurons expliqué ce que tu faisais. Je passe à Olivier. Je passe la main à Olivier. Oui, bonjour à tous. Bonjour Olivier, avec un cas sur la partie recouvrement sur son logiciel. Tout à fait. Alors, je vais vous présenter le RPA. Maintenant que vous êtes devenus de vrais spécialistes du RPA, je vais vous présenter comment on intègre le RPA au niveau de cash and credit. Alors, je représente la société Urios. Urios BUIC, on est spécialisé dans le risque client et le risque fournisseur. Et pour la branche logicielle, on a 3 types d'outils. Et là, côté RPA, on va surtout se focaliser sur cash and credit pour son RPA qui a été reconnu innovant par ailleurs. Alors, cash and credit, qu'est-ce que c'est? Alors, si vous avez des problèmes d'affichage, vous pouvez décaler votre bandeau à droite. En fait, cash and credit, c'est un logiciel de recouvrement et de credit management. Donc, il s'appuie sur un RPA qui est utilisable très facilement. Là, vous avez eu plusieurs approches de RPA. Vous voyez qu'on peut faire beaucoup de choses et le but, c'est de le faire assez facilement, de le paramétrer facilement, de le mettre en œuvre rapidement. Donc, cash and credit va gérer 2 thématiques. Il va gérer l'aspect recouvrement, donc cash, et crédit pour l'aspect gestion du risque. Ces 2 thématiques sont divisées en 3 processus. Donc, vous avez le processus recouvrement, donc je veux relancer mon client en fonction de sa typologie, de son risque, etc. On a le processus crédit, donc je veux avoir une relation avec mon assureur crédit où je veux gérer mon risque crédit par rapport à mes interlocuteurs et mes limites de risque que je veux octroyer à mes clients. Et puis, on a un 3e processus, c'est le processus litige, donc là plutôt tourné vers l'intérieur. Je souhaite gérer plus rapidement mes litiges pour être payé plus vite. Donc, ces 3 processus-là font partie des RPA qu'on va mettre en œuvre.
Alors, si je regarde un peu plus près, au niveau de vos clients, moi, je cerne que vous allez avoir des clients différents. Vous allez avoir, par exemple, des clients publics que vous allez relancer surtout avant l'échéance pour être payés à l'échéance avec une problématique Chorus Pro. Vous allez avoir des clients entreprises, donc les clients entreprises qu'on va surtout relancer après coup, mais pour lesquels on va évidemment faire aussi de la pré-relance. Vous avez des clients à risque, des clients historiques, des VIP. Donc finalement, vous allez traduire au travers de l'application et du RPA des comportements payeurs en fonction de typologie de clients, de la connaissance des clients que vous avez. Et chaque typologie de client va entraîner un processus. Donc vous voyez que le comportement client 1 va entraîner la modélisation A, très très classique, qui est multicanal, comme vous avez vu un petit peu tout à l'heure. On va faire des relances en fonction de cas de figure. Donc le but du RPA, c'est plusieurs choses. Déjà, ça va structurer. Donc là, vous l'avez aussi entendu, ça veut dire que c'est un outil qui structure vos méthodes, qui structure vos process. Ça va permettre de relancer de façon mécanique, donc c'est de la massification, on va relancer 100% des factures chaque mois. Ça va améliorer la productivité, donc ça veut dire que comme on est dans le web, la plupart du temps en SaaS au niveau des outils d'RPA, ça veut dire que vous allez pouvoir partager la connaissance au niveau des équipes, vous allez pouvoir avoir des équipes de soutien, vous allez pouvoir privilégier du télétravail plus facilement, suivre les équipes aussi. Vous allez avoir une gestion plus souple des ressources et un pilotage. Donc le RPA, ce n'est pas seulement le fait de mécaniser, c'est aussi le fait d'amener des indicateurs de performance pour pouvoir améliorer et mieux suivre la traçabilité de ce qui s'y passe. Dans le processus crédit, deuxième type de processus, là, on a besoin, comme le disaient très bien vos précédents interlocuteurs, on a besoin d'avoir une complétude des données. C'est-à-dire on a besoin d'avoir l'ensemble des données comptables, donc pas seulement les factures et les règlements, mais les crédits ouverts, les avoirs. Donc là, je vous parle beaucoup plus opérationnel, vous voyez, par rapport à ce que vous venez de voir. Là, on est sur de la donnée, on a besoin d'aller loin dans la comptabilité, comme ce que vont faire les autres outils dont on a parlé. On a besoin d'avoir une connaissance vraiment du compte client 411, des effets à recevoir, voire des douteux, pour avoir vraiment la vue historique de votre client. En plus des données extra-comptables, donc tout n'est pas puisé de la compta, on va aller chercher dans d'autres outils les commandes en cours, par exemple le détail des commandes en cours, pour avoir une meilleure traçabilité de l'évolution des commandes par rapport à vos ratios de risque. Le livret à facturer, donc le risque est chez vous, mais il n'est pas encore en compta. Donc là, on a besoin absolument de cette information pour connaître quel est le risque total. Des notions de score, donc des scores externes via des prestataires, des scores internes. Donc là, tout à l'heure, Alexis parlait de pattern. Pour vous, un pattern que vous utilisez sans le savoir forcément dans votre choix, c'est le score. Donc vous allez avoir le score externe et le score interne, qui est le score lié au comportement payeur ou à la dégradation du comportement payeur de vos clients. Troisième type de données, les données de credit management. Donc, on va intégrer bien sûr des limites de garantie de vos ou votre assureur crédit. Vous allez gérer vos plafonds d'encours. Et des notions par rapport à la comptabilité, le RPA va vous amener vers des chemins sur lesquels vous n'allez pas facilement au travers de vos outils comptables. On va parler de consolidation de comptes, c'est-à-dire que vous avez un client qui est à la fois client de plusieurs de vos filiales. On va pouvoir consolider la relance et consolider le risque, pas forcément au travers d'un sirène, mais au travers de différents facteurs. Donc en fait, au niveau du processus crédit, le but, c'est d'avoir une fameuse vision à 360, comme on dit souvent. C'est une vision du risque embarqué, qu'il soit comptable ou extra-comptable. Le but, c'est d'avoir un arbitrage du risque présent et un arbitrage du risque à venir au travers des modifications de comportement de paiement de vos clients. Et l'objectif, c'est bien sûr la prédictivité derrière, pouvoir mieux anticiper une dégradation de comportement payeur d'un client. Troisième processus, le processus litige. Donc sur le processus litige, chaque type de litige a son workflow. Ce qui va être important et intéressant dans le RPA, ce que j'ai retrouvé aussi dans les présentations antérieures, on va avoir des notions d'aiguillage. C'est-à-dire que j'ai un litige tarif, on va alerter un commercial, il va pouvoir facilement dire oui, non, et ce qui va permettre d'engendrer un autre workflow. Donc chaque type de litige va déclencher un type de workflow. Le but de tout ça, c'est de mieux monitorer tout ce qui est un retardant de paiement.
Donc, ce n'est pas forcément un litige au sens litige, c'est tout ce qui retarde parce qu'il nous manque un bon de livraison, parce qu'il nous manque quelque chose. Donc, le RPA va vous amener aussi du report pour connaître, par exemple, le délai de détection d'un litige, combien j'ai mis de temps à m'apercevoir que j'avais un défaut, quel qu'il soit, combien j'ai mis de temps à résoudre le litige. Donc, le but, ça va être de motiver les équipes internes, et on sait que c'est compliqué, pour accélérer les résolutions, parce qu'on va dépendre de tiers. Le service finance, la partie finance n'est pas seule pour le bon paiement et l'accélération du cash. Là, on va dépendre de la production, de la logistique, etc. Donc, le but, c'est arriver à les aider et à les mobiliser pour résoudre plus vite les litiges et obtenir le paiement. Donc, ça améliore la fluidité, l'identification des points de blocage, et finalement, vous allez gagner sur tout ce qui est indicateur, KPI, pour pouvoir mener des améliorations. Sans KPI, c'est forcément plus compliqué. Alors, au niveau d'un logiciel d'RPA, en fait, on a deux notions. On a la partie client-centric, c'est-à-dire tout ce qui va être utile au travers des données du client pour avoir une complétude de données. Donc, on va savoir s'il est à l'international ou en domestique. En fonction de ça, on va prendre des décisions différentes. On va avoir une complétude de données, on a vu comptable, extra-comptable. Ça va nous amener des qualités au niveau de la prédictivité. Et puis, côté utilisateur, on a aussi une amélioration de la productivité des équipes, vu qu'on va pouvoir mieux suivre les tâches passées, futures et les aider, les accompagner pour avoir des tâches cohérentes. Et donc là, la notion intelligente du RPA, c'est par exemple éviter de leur amener 300 tâches d'appel si la personne est seule. Donc, pouvoir adapter les process par rapport au délai et par rapport à vos vagues de facturation, votre saisonnalité de facturation. Les aider à partager une culture cash, donc on parle des DSO ou des indicateurs de taux déchus. Évidemment, le RPA, comme il intègre aussi l'ensemble des données, on va avoir tous les indicateurs de credit management embarqués et on va travailler plus facilement sur les leviers de performance. Donc, si j'avais à résumer les intérêts d'un RPA par rapport à tout ce que vous avez vu aussi tout à l'heure, le but, c'est que l'outil soit agile, c'est-à-dire que vous-même, vous ayez la main de manière autonome pour créer des process, donc pour créer des conditions, des actions, déclencher des choses qui vont permettre de massifier, ça vous permet aussi d'avoir une complétude des données dont on vient de parler sur la comptabilité, l'extra-comptable, toutes les données financières. Et le but, c'est d'avoir aussi un moyen de débrayer, c'est-à-dire que si sur un compte donné, l'utilisateur ne veut pas déclencher les actions suivantes, qu'il ait très facilement la capacité de bloquer ces actions et de faire autre chose. Donc ça, c'est vraiment les points fondamentaux pour avoir quelque chose de souple au niveau utilisation dans une fonction finance. Pour la partie présentation, j'ai fini. On reviendra un tout petit peu tout à l'heure au travers des questions sur un exemple pratique qu'on va aborder. Je te laisse lancer la vidéo. Alors, je n'ai pas de vidéo. Moi, oui. ça sera la présentation au travers d'une question normalement tout à l'heure. Oui, oui. Concernant la question, sur les questions qu'on va avoir tout à l'heure, je vais laisser donc passer, Sophie nous expliquer nous vont faire un témoignage corporate sur la mise en place d'un RPA, parce que je crois qu'il y a un RPA, il y a du RPA chez toi. Vous avez mis en place un projet. Quel en est, peux-tu tout nous dire, nous expliquer? Alors bonjour à tous. Donc oui, donc je suis responsable de la comptabilité tiers chez Chanel et du credit management. Donc effectivement, depuis maintenant bientôt 2 ans, on a créé au sein de mon service du coup une structure, hein, donc un service digitalisation finance. Ce service est né finalement suite à la mise en place de notre outil de dématérialisation des factures fournisseurs. Et ce projet de dématérialisation des factures fournisseurs s'inscrit globalement dans une démarche qui est sponsorisée par notre direction générale Finance Europe, qui s'appelle le programme Future of Finance et qui a pour vocation effectivement de transformer les métiers de la finance
autour de ces différents piliers. Donc là, moi, c'est la comptabilité fournisseur, la comptabilité client, mais on a des initiatives également au niveau du controlling, de la trésor, etc. Donc effectivement, je rejoins Automation sur le fait que la digitalisation aussi des processus marche quand c'est impulsé par du coup une direction générale. Donc effectivement, donc pour revenir donc à mon service, donc on a mis en place maintenant 2 robots qui sont live et un troisième qui est en cours d'élaboration. Donc le premier robot consiste à accompagner du coup le comptable fournisseur dans la comptabilisation du coup des flux de factures fournisseurs. Donc effectivement, comme l'a très bien expliqué Alexis de chez Serala, le RPA seul ne se suffisant pas à lui-même, puisque on est plus sur des tâches de saisie répétitives, entre guillemets à faible valeur ajoutée, et que le comptable fournisseur a tout un cheminement comptable pour saisir du coup ces flux. On a dû coupler notre solution de RPA à une solution d'intelligence artificielle. Donc, on a créé des algorithmes qui se posent sur notamment les traitements historiques de nos factures. Donc globalement, la machine va aller analyser la manière dont avaient été traités les flux par le comptable sur les exercices précédents et arrive du coup à déterminer les comptes de charges, les codes de TVA, savoir si c'est un fournisseur avec honoraires ou sans honoraires, mais également si on est plutôt sur des flux avec commande ou sans commande. Donc effectivement, en termes de gain d'efficacité, donc pour le comptable, ça lui évite d'aller faire toutes ces recherches là dans les systèmes ERP. Et le robot lui a fait déjà une pré-analyse et donc a parfois pré-saisi du coup carrément son écriture comptable. Il est toujours là pour valider, contrôler le flux avant du coup de le poster dans notre ERP et que le flux soit payé vers nos fournisseurs. Donc ça, c'est notre premier robot qu'on a surnommé Shiva, qui est live depuis maintenant un peu plus d'1 an. Alors l'enjeu de tout ça, c'est qu'effectivement, le robot, il doit évoluer avec la pensée, le business et il ne peut pas rester, il n'est pas livré en année N et n'évolue plus jamais. Donc, on a dû mettre en place également donc des routines de travail entre du coup là le service digitalisation donc qui appartient à mon service et les managers comptables ainsi que leurs équipes pour toujours dessiner et customiser notre robot intelligent du coup au jour le jour en fait. Donc ça, c'est un point clé pour gagner en efficience. Donc sur nos premiers ROI, donc globalement, nous aussi, on a calculé des ROI sur ce premier robot. On observe et on évalue finalement un gain d'efficacité d'environ de 22%. Ce qui permet effectivement à nos comptables de faire autre chose, d'améliorer du coup l'expérience fournisseur, de se centrer sur les relations avec les contrôleurs de gestion et arriver à travailler notamment sur leurs travaux d'apurement de provisions, des travaux d'analyse finalement qui sont à plus grande valeur ajoutée pour leur métier. Donc ça, c'est notre premier robot. Deuxième robot, donc là qui est purement RPA. On est sur la vendor master data. Donc dans mon équipe, j'ai également un responsable de la base de données fournisseur. Et donc là, le robot va venir modifier du coup la base fournisseur en fonction de données qu'il va aller récupérer, notamment sur le site de l'INSEE, et ce qui me permet d'avoir une base de données qui est totalement fiable et fiabilisée dans le temps. Donc tous les mouvements de fermeture, ouverture d'établissement permet effectivement du coup de fiabiliser ces données-ci. Donc le robot envoie des rapports sur les comptes à fermer donc à mon manager donc de la base de données tiers et ça permet effectivement d'être au plus juste et du coup de pas aussi de limiter les problématiques de risque de décaissement erroné en fait.
Donc ça, c'est un deuxième robot. Et le troisième qui est en cours d'élaboration, c'est celui donc à la comptabilité client. Donc on essaye donc plutôt sur des cas simples de mettre en place du lettrage de compte client. Voilà, donc lettrage des comptes clients à partir du coup de données structurées. Donc, on travaille en collaboration avec nos administrations des ventes pour obtenir effectivement des templates de données, donc c'est-à-dire des fichiers Excel qui sont assez structurés, qui permettraient du coup au robot de traiter, de venir du coup lettrer notre comptabilité client en intégrant à la fois le relevé bancaire, ses relevés Excel et faire les opérations de lettrage. Et on a encore beaucoup d'idées pour utiliser la RPA. Honnêtement, c'est une vraie révolution et pour rien au monde, on reviendra en arrière. Et du coup, je vous propose peut-être que Florian partage les témoignages donc, de certains membres de mon équipe sur la RPA. Un souci. Vous le voyez la vidéo? Donc, bonjour, Angélique Ferrand-Bachère, comptabilité fournisseur France. Bonjour, Jérôme Le Pioufle, comptable fournisseur à Neuilly en France. La RPA a été déployée sur l'outil Basware, notre outil de gestion de traitement de factures, afin de développer ce qu'on appelle le bot, donc un robot qui présaisit les factures sans commande ou effectue des modifications en masse. Ce projet a pour objectif de nous aider, nous, en tant que comptables, dans ces tâches répétitives de saisie qui font partie de nos tâches quotidiennes. Donc, deux activités sont concernées par notre robot, notre bot Basware, qui est aussi appelé Shiva. Il permet de gérer plus facilement nos volumes assez importants de factures et nous permet aussi de repérer les informations qui sont capitales et nécessaires à la saisie, comme par exemple les imputations analytiques, les comptes de charges, les codes de TVA, etc. Cela nous permet donc de détecter si une facture peut être traitée manuellement ou si elle peut être automatisée. 2. Il intervient dans la modification en masse. Là, nous faisons une demande de modification de champ en utilisant un template Excel qui est ensuite envoyé au robot. Le but étant de gagner un maximum de temps sur des fournisseurs à gros volume et qui sont du coup des tâches qui vont être assez répétitives et simples. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le département digitalisation afin de personnaliser ce robot selon nos besoins. La mise en place du projet s'est faite progressivement suite à divers ateliers en s'adaptant à nos contraintes professionnelles telles que les périodes de clôture comptable où le projet a donc dû être mis en stand-by. Nous avons appris que Shiva s'appuie sur des algorithmes de machine learning. Concrètement, plus Shiva traite de factures, plus Shiva devient pertinent dans ses analyses et répond à nos besoins. Concrètement, nous passons moins de temps sur des factures simples qui peuvent être traitées par le robot et nous pouvons nous consacrer sur des factures plus complexes et plus longues en saisie. Ces factures nécessitent plus d'analyse de notre part sur le centre de coûts, les règles comptables à appliquer et d'autres tâches. Le gain de temps, grâce au bot, nous a permis également de nous concentrer sur d'autres tâches comme le suivi des provisions, des charges constatées d'avance et des clôtures. Pour caractériser la RPA, j'aurais mis en avant le double A comme accessibilité et avenir. L'accessibilité, c'est le fait que tous les comptables puissent utiliser cet outil, et l'avenir, parce que la RPA, c'est l'outil du futur indispensable pour aider les comptables dans leur quotidien. Je dirais également la productivité, c'est le gain de temps sur la saisie des factures qui nous permet donc de nous concentrer sur d'autres tâches comptables. Efficace et pas cher, c'est Shiva sur Basware qu'on préfère. Donc voilà un petit témoignage des équipes. Je reste disponible pour toute question éventuelle, évidemment. Merci Sophie. On a une question, j'ai une question moi par rapport à Olivier sur plutôt on va démarrer sur les questions-réponses, environ une quinzaine de minutes.
Merci à tous de nous avoir expliqué ce qu'est RPA et comment on peut l'utiliser, quel usage. On a plein de questions. Et la première, ça va être il existe différents types d'algos en cascade, en arbre, à gauche ou à droite. En fait, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça par rapport à ça? Alors, on t'entend très mal, Florent, mais j'ai On m'entend compris. très mal. Ah, on m'entend très mal. Donc, je disais, tu as bien fait de me reprendre. Je disais, on va passer sur le système de questions-réponses. Une des premières questions que je vais avoir, c'est les différents types d'algos que nous avons en cascade, en arbre, qui peuvent partir de gauche ou à droite. En fait, qu'est-ce que c'est qu'ESACO fait? La première question. C'est pas vraiment meilleur au niveau du son. En fait, on t'entend des fois très bien et des fois très très loin. Alors, je crois avoir compris sa question. Parfait, donc traduit. Alors, ce que disait Florent, c'est qu'il y a différents types d'algos en effet. Alors, vous avez vu tout à l'heure au travers des différentes présentations plusieurs logiques d'algo. C'est ce qu'on appelle du glisser-déposer qui permet de faire des tâches automatiques. Et sur les outils plus spécifiques finance type cash and credit, là, on a en effet deux grandes familles d'algo et c'est ce que je vais vous présenter pour que vous puissiez voir un petit peu dans la pratique sur ce type d'outil comment ça fonctionne. Alors là, on lève le capot du moteur, on regarde ce qu'il y a dedans, et là, je vais vous mettre face à un cas pratique d'une modélisation de ce qu'on appelle un process. C'est bon, vous m'entendez correctement? Juste en aparté, c'est vrai que Sophie m'avait dit qu'à 11h30, elle devrait nous quitter. Florian, on ne t'entend pas du tout. Pour l'interview, pour la partie info. Si certains ont des questions, on pourra te les faire passer pour y répondre, je pense, par mail à ce moment-là. Je pense que c'est génial. Merci, Sophie. Merci, Sophie. Désolé, Olivier. Oui, il n'y a pas de souci. Donc là, au niveau des familles d'outils, sur les outils spécialisés sur la fonction finance, vous avez globalement deux types d'outils qui se démarquent. Vous avez des outils qui vont avoir ce type de modélisation. Alors, je vais vous en faire une traduction pour que vous puissiez voir un petit peu plus comment ça se passe. Dans les outils d'RPA, souvent, vous allez pouvoir créer vos conditions, c'est-à-dire est-ce que mon client est un particulier, un agriculteur, constructeur, est-ce que son échu est supérieur à telle date, à telle ancienneté, son montant est supérieur à tant, est-ce que le client est un client export ou domestique. Donc, vous allez créer toutes vos conditions. Vous allez par ailleurs créer vos actions. Donc, est-ce que j'envoie un mail, un courrier, un scénario, c'est-à-dire une suite d'actions? Est-ce que je fais des alertes? Est-ce que j'automatise un blocage de commande en amont? Donc ça, c'est la partie action. Donc ces conditions et ces actions, par la suite, sont stockées dans une boîte à outils disponible et vous allez pouvoir les déposer, alors là, plus en ce qui concerne Cash and Credit, dans un tableau virtuel et vous allez pouvoir agencer les conditions que vous avez créées vers des actions. Donc le principe, le RPA, en masse, va aller dérouler ce genre de modélisation sur 100% de vos comptes clients, si on parle de comptes clients, voire de prospects. Et en fonction des conditions, si le fil vert, ça veut dire la condition est remplie, il va faire une action. Si la condition n'est pas remplie, il va faire une autre action. Alors, ce qu'on voit sous les yeux, c'est une première catégorie d'outils du métier que vous pouvez trouver, c'est-à-dire qu'on va avoir une condition qui va être en fait un groupe de conditions, si mon DSO est supérieur à temps et que mon échu est supérieur à temps, etc. Donc, on va avoir plusieurs ingrédients et ce groupe d'ingrédients va déclencher une action, un scénario d'un ensemble d'actions. Ça, c'est le principe de base, c'est un groupe d'ingrédients va déclencher une suite d'actions. Si un des éléments de ce groupe d'ingrédients n'est pas, la condition n'est pas vraie, c'est-à-dire que l'échu est inférieur à temps ou le client n'est pas export, mais c'est un client domestique, alors on va aller analyser un deuxième groupe d'ingrédients. Donc vous voyez qu'on va passer comme ça par des strates d'escalier qui vont analyser un groupe d'ingrédients et déclencher un process d'un ensemble d'actions, puis un deuxième groupe, etc. Donc ça, c'est une logique par priorité de conditions.
une des conditions n'est pas remplie, je passe à la suite. Donc, ça amène une méthode de modélisation. Vous vous rendez compte, là, les exemples sont évidemment de démonstration. Ça amène une certaine logique dans votre modélisation et dans la conception de vos process. En ce qui concerne Cash and Credit et une autre catégorie d'outils, on va avoir une physionomie différente. Alors, c'est ce dont parlait Florian, c'est, on a des différences de modélisation. Ça veut dire quoi dans la pratique? Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des conditions qui vont être plus granulaires. Là, si mon client est une PME, et si le solde est supérieur à 0, et s'il échoue, etc., on va arriver enfin à une action. Donc, vous voyez que la physionomie même d'un arbre, d'une modélisation est différente entre deux catégories d'outils. D'une part, on raisonne juste par priorité et ça déclenche des scénarios. D'autre part, la priorité ne va pas être le seul ingrédient, la seule composante de votre modélisation. On va pouvoir faire un ensemble de conditions qui, elles, vont déclencher au résultat aussi des actions avec une autre granularité, mais une autre profondeur. Avoir ce genre d'arbre, si on regarde dans la pratique, alors nous-mêmes qui modélisons, on gère des milliards d'euros tous les jours au travers de Cash and Credit sur des clients à l'international ou des clients en France, on voit que beaucoup de clients ont des arbres de conditions, donc des modélisations, des process qui ressemblent plutôt à cette physionomie-là. C'est-à-dire qu'on va aller de plus en plus loin dans la modélisation, on va aller de plus en plus dans le détail parce que juste savoir qu'un compte est PME et qu'il a un solde positif, ça ne mène pas toujours à des scénarios simples comme ça. On va souvent avoir des arbitrages, différentes ramifications qui vont plutôt ressembler à des choses comme ça. Donc là, vous voyez qu'on a une physionomie de relance qui va être très différente entre quelque chose qui va être structuré par priorité ou quelque chose qui va être vraiment de la modélisation avec des conditions plus fines qui vous permettent d'aborder beaucoup de précision lorsqu'une condition est remplie. Ça veut dire que votre modélisation de relance ou de gestion du risque va être complètement adaptable d'une manière souple. Alors, si on regarde côté crédit, tout à l'heure, je vous ai parlé qu'on avait 3 types de processus globalement. Là, sur un processus crédit, on pourrait avoir des choses qui ressemblent à ça. J'ai un compte assuré LR, si sa limite de crédit est supérieure à temps, sa garantie supérieure à temps, si c'est un compte VIP, je fais ça et ça. Donc, vous voyez que là, on va pouvoir avoir des ramifications, soit qui partent comme ça sur la gauche, soit équilibrées, et qui vont être assez loin de ce qu'on a vu tout à l'heure, où on est plus sur quelque chose d'assez séquentialisé. Donc, c'est là, pour répondre à ta question, Florian, la différence de modélisation. On va avoir une finesse différente. Après, selon les outils, là, indépendamment de la modélisation, le but d'un utilisateur, c'est de rajouter des conditions, des actions, et de pouvoir modifier. Donc là, ça rejoint l'autre point qui était la souplesse dans la modélisation. Donc ça, c'est indépendant ou c'est complémentaire, on va dire, au fait d'avoir des arbres de conditions, des modélisations qui vont pouvoir comme ça permettre des ramifications. Alors, maintenant qu'on a affaire à des experts depuis 1h30, est-ce que ça répond à ta question, Florian, par rapport à ce que tu as demandé? Ça répond très bien. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Oui. Oui, bon, ça répond très bien. Merci beaucoup. On est dans un monde où en fait, on ne sait pas ce qu'il y a on sait pas forcément ce qu'il y a sous le capot. À chaque fois, quand on utilise du RPA, on n'est pas forcément censé regarder ce qui est en dessous grâce à vous. Moi, j'aurais une question, c'est comment on doit former ses collaborateurs au RPA? Est-ce qu'il faut que j'embauche des experts quand je regarde, quand je vois tout ce que vous nous présentez? Est-ce qu'il faut former des opérationnels? Quel est votre ressenti? Je peux poser une question plus générale à tous les trois. Je peux laisser qui souhaite démarrer? Peut-être que Alexis, oui, je pense que ce qu'on a tous expliqué, c'est qu'on a tous essayé de démystifier ces sujets et ces termes un petit peu barbares. Et finalement, là où sans doute il y a 10 ans, il fallait des équipes dédiées, des équipes qui étaient extrêmement expertes sur le sujet, et sans doute même des équipes externes, c'était des connaissances qui étaient difficiles à internaliser. Les éditeurs de logiciels ont passé ces 10 dernières années, bien sûr, à faire évoluer ces technologies, mais surtout à les rendre davantage et de plus en plus accessibles.
si on réfléchit, c'est finalement ce que les sociétés qui créent des téléphones, on a tous un téléphone à côté de nous, ont essayé de faire. Ils ont essayé de rendre tout cela de plus en plus simple et de plus en plus utilisable et de plus en plus agile. Donc, il y a toujours deux composants. Un logiciel vient toujours avec une installation technique, qu'il soit dans le cloud, donc administré par quelqu'un d'autre, par l'éditeur du logiciel par exemple, ou qu'il soit installé on-premise, c'est-à-dire directement dans vos serveurs chez vous. Il y a des aspects sécurité, des aspects de communication, des aspects de synchronisation de bases de données, bref, il y a plusieurs aspects. Et donc, il va toujours y avoir une composante où votre département informatique va devoir s'investir, mais par contre, l'investissement en temps, en énergie va être extrêmement différent en fonction de la typologie de solution que vous installez. En plus de la typologie de solution, c'est également les aspects de complexité de processus que vous voulez gérer. Et troisièmement, si la solution est dans le cloud, automatiquement, il y aura moins de travail, moins d'administration que si elle est on-premise chez vous. Donc ça, c'est sur la partie purement informatique. Sur la partie métier, et je pense qu'on l'a tous répété, aussi bien Olivier, Christophe que Pascal, eh bien, finalement, ce qu'on essaye de faire pour arriver à automatiser des tâches métiers, c'est de répliquer le raisonnement humain. Et le département informatique ne sont pas les experts de l'order to cash ou du purchase to pay ou des processus de la finance. C'est des experts d'outils informatiques. Et donc, ce qu'on a besoin d'arriver à faire, c'est de comprendre comment le métier fait les choses aujourd'hui. Quelles sont les différentes astuces de comptabilité ou de credit management que vous avez et que vous utilisez au quotidien. Et finalement, de transposer ces astuces dans des règles qui sont dans un logiciel, et c'est ces règles qui vont gérer les algorithmes. Donc, on ne vous demande pas de créer des algorithmes. Ces algorithmes sont livrés par les éditeurs. Par contre, il faut les alimenter. Il faut leur donner un espace dans lequel ils peuvent évoluer. Il faut les régir et leur dire, OK, je te donne la possibilité de gérer ceci jusqu'à cela. C'est-à-dire, je vais donner un exemple relativement simple. Je souhaite, algorithme, que tu fasses de la relance client en automatique pour n'importe quel retard de paiement de 10 000 €. Tu n'as pas besoin, toi, robot, de me contacter. Fais-le automatiquement et fais-le jusqu'à la deuxième relance. À partir de la deuxième relance et ou si la somme est au-dessus de 10 000 €, je souhaite que moi, je sois averti pour que moi, je puisse m'en occuper. Donc, c'est une série, comme Olivier l'a très bien expliqué, de conditions. Et c'est ces conditions qui vont régir alors les différentes règles. Et comme on le voit très bien ici sur l'écran, c'est une arborescence de règles. On utilise souvent l'aspect waterfall, hein, donc l'aspect de cascade, où finalement on commence avec une question générale. Et cette question générale vient se découler en fonction des cas de figure et déclenche différents automatismes et algorithmes. Donc, longue réponse que je vais finalement résumer. Pas besoin d'embaucher des gens spécialement pour la RPA. Pas besoin d'embaucher des gens qui vont être dédiés en tant que tel à ce projet. Finalement, ce qu'on a besoin, c'est dans vos équipes actuelles, qui est quelqu'un qui est assez moteur du changement, moteur et qui aime la technologie et qui a un esprit logique, qui arrive tout simplement à transposer ce que les opérateurs font dans la vie de tous les jours sur papier. C'est tout ce qu'on demande. Et une fois que c'est sur papier, eh bien, nous allons les accompagner, les former pour qu'ils puissent transposer ça dans l'applicatif. Je pense que Olivier, Pascal, Christophe, c'est plus ou moins une réponse qui est collégiale. Ouais, je voulais juste dire en 30 secondes, 3 profils d'interlocuteurs. Le premier, c'est les key users, qui sont des sachants métiers à qui on va confier le paramétrage. Donc, c'est des personnes qui ont effectivement une sensibilité un peu technique, mais c'est un sachant métier pour les paramétrages les plus simples. L'IT pour assurer la gouvernance des solutions déployées et pour des niveaux de paramétrage plus aboutis. Ça aussi, ce sont des profils qui existent. Et troisième profil de personnes, des directions transfo digitales ou des profils transverses qui vont porter le projet cross département métier pour ensuite pouvoir scaler. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Génial. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous vouliez? C'est vrai qu'il est midi. J'aurais tendance à dire qu'on va clôturer ce webinaire qui a été très passionnant. Est-ce que vous avez un dernier mot chacun avant qu'on... Où est-ce que Moi, Florian, j'aurais une dernière question qui a été Voilà. posée pour Pascal, qui est en gros, est-ce que je dois tout RPAiser, tout l'ensemble des processus métiers de chez moi, ou je peux mixer ça avec des petits projets RPA, avoir des solutions métiers? Quel est son avis d'expert sur le sujet? C'est une bonne question. Et effectivement, on pourrait y passer des heures, mais je vais y passer je vais tenter de répondre en 1 minute. La RPA, c'est comme ça a été présenté par les différents intervenants et notamment par Christophe, c'est une solution dite d'entreprise. Aujourd'hui, on est focalisé sur les processus finance et plus particulièrement les processus de credit management, mais vous l'avez compris, on peut aussi automatiser des processus RH, des processus logistiques, des processus d'administration des ventes clients, des processus dans des CRM, etc., etc. Le tout, c'est d'identifier des tâches qui sont répétitives, à faible valeur ajoutée, fastidieuses et ou génératrices de risques. Une fois qu'on a dit ça, donc pour répondre à la question, si vous avez déjà, et c'est notamment le cas de Chanel, je veux dire, et pas que, des solutions métiers qui tournent et qui répondent aux enjeux immédiats de l'entreprise, rien ne sert de changer. Néanmoins, ce qu'il faut, c'est identifier les points de douleur qu'il peut y avoir dans les entreprises et qui sont en général la communication entre ces différentes solutions métiers, soit au sein de la direction finance elle-même, voire même en fait les interactions qu'il peut y avoir entre les directions. Et c'est ce que Christophe parlait quand il disait il faut raisonner global. En fait, il faut avoir une vision plus large quand on parle de RPA. Il faut se poser la question en fait où sont les points de douleur. Bon, commencer effectivement peut-être par les points de douleur les plus importants, les plus forts, et puis ensuite derrière aller en chercher d'autres pour implémenter la RPA. Et puis le jour où, comme on dit souvent, hein, Paris c'est pas fait en un jour, le jour où la solution métier, pour plein de raisons, ne correspondra plus aux enjeux de l'entreprise, à ce moment-là se posera la question de dire mais après tout, ma solution de RPA, elle inclut, bon, bien sûr, la RPA de base, tout le monde en a parlé, elle inclut la gestion des documents semi-structurés, voire même des non structurés, elle inclut l'intelligence artificielle, elle inclut du machine learning, elle inclut du business intelligence. Est-ce que ça ne serait pas le moment de, plutôt que de racheter une nouvelle solution métier, de me poser la question de développer avec de la RPA ou équivalent la démarche. Alors, je ne sais pas qui veut acheter à manger, mais il y a quelqu'un qui veut acheter à manger, effectivement. Effectivement, c'est l'heure. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais en gros, n'achetez pas ce qui correspond, si ça marche aujourd'hui. Posez-vous la question plutôt de bridger les gaps qu'il peut y avoir entre les différentes solutions. Et si effectivement la solution ne correspond plus à vos attentes, effectivement, la RPA peut être une bonne alternative. Merci. Moi, j'ai une toute petite question avant de manger. Je sais qu'on a surtout en période de Covid, des budgets qui peuvent être très serrés. Et je pense que certains de nos adhérents ne connaissent pas la possibilité de louer un robot 1 heure par semaine, 1 heure par mois, comme si c'était un espèce de robot à temps partagé et que c'est une solution qui permet de de ne pas avoir une licence qui pourrait coûter 10, 20, 30 KE par mois, mais d'avoir une location et d'utiliser des robots pour automatiser ces processus sans dépenser moult euros. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des remarques. Je peux répondre aussi parce que la question m'avait été posée en chat et j'y ai répondu. C'est pas le rôle de l'éditeur, tout au sens d'Automation Anywhere, de fournir ce genre de prestations. Néanmoins, des alternatives existent, soit en utilisant la Community Edition que tout éditeur RPA propose. Automation Anywhere, comme tout le monde, c'est une version qui est un tout petit peu bridée par rapport à la version, on va dire, officielle, mais qui néanmoins répond à pas mal de problématiques, pas mal d'enjeux et qui est tout à fait adapté aux petites entreprises ou aux étudiants ou aux consultants qui ont envie d'apprendre ce que fait la solution d'Automation Anywhere ou d'autres éditeurs. Ça, c'est la première réponse. Et la deuxième, c'est par le biais de partenaires qui proposent des solutions de managed services ou de business process outsourcing qui font, alors pour le coup, de la location de ressources robotisées. Par contre, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est ce que j'écrivais aussi dans la réponse du chat, c'est que un robot, on a cité pas mal d'avantages de l'assistant digital du robot par rapport à l'humain, mais il y en a un et non des moindres, qui est que le robot n'est pas associé à un métier. Je veux dire, il peut faire du recouvrement
à un instant T. Il peut faire de la gestion comment dire, du référentiel fournisseur à un autre moment. Il peut faire du RH à un troisième moment, etc., etc. Ce qu'on alloue, en fait, c'est du temps machine. Et il faut bien se dire qu'un robot peut fonctionner 24/24, 7/7. Donc, tant qu'on n'a pas rempli, en fait, ce temps machine, bah, mon Dieu, on peut continuer à lui confier des tâches. Donc, voilà aussi ce qu'il faut bien avoir en tête. On n'a pas un robot par type de métier. Voilà. On peut le faire, bien sûr. Certaines entreprises préfèrent faire fonctionner comme ça, mais ce n'est pas l'essence de ce genre de solution. Et peut-être juste pour compléter la réponse de Pascal, ça dépend aussi très fortement de ce que vous souhaitez faire. Il y a certaines tâches où effectivement l'outsourcer ou louer un robot ou la RPA pour un moment, je dis n'importe quoi, un moment d'une clôture, au moment d'une fusion entre deux sociétés ou quoi que ce soit, est effectivement intéressant et très opportuniste. Là où, si ce que vous cherchez à faire, donc je vais donner un exemple, mais je reprends l'exemple qu'on avait plus tôt parce qu'on en a parlé aujourd'hui, le request to pay, c'est quelque chose que vous pouvez très bien mettre en place. Nous, par exemple, on a eu un très gros boom d'activité pendant le Covid parce que ce qui s'est passé, c'est que pendant quelques semaines, il y avait de moins en moins de gens qui travaillaient parce qu'ils n'avaient pas encore tous leur ordinateur portable à la maison, etc. Et donc, il fallait faire le recouvrement. Et donc, on a plein de sociétés qui nous ont appelés et parce que c'est installable très rapidement et donc utilisable très rapidement, eh bien, ça peut se louer sur une courte période. Par contre, quand on essaye de faire des projets qui sont des projets corps modèle, monde, de restructuration, de réorganisation, de modernisation d'un processus, ce qui se passe, c'est que ce projet est tellement important pour la société, pour votre société, que vous ne pouvez pas vous engager dans 6-9 mois de conceptualisation et de projet pour après l'utiliser 1 ou 2 mois. Donc c'est là en fait où ça dépend réellement du besoin qui est derrière sous-jacent, du périmètre de ce besoin, et en fonction de cela, eh bien, il va y avoir certaines solutions qui existent en one-shot à un moment donné, et d'autres où effectivement, mais il faudra les garder pendant plus longtemps. Ok, merci. Peut-être une dernière question. Est-ce que c'est à l'homme c'est à l'homme ou à la machine de s'adapter? C'est peut-être une des questions que je vais avoir en termes de personnalisation. Alors, je vais peut-être répondre à la question. Toute solution informatique est structurante. Donc, forcément, ça va aider à structurer le process. D'ailleurs, ça pourrait être une autre question. Est-ce qu'il faut adapter les process avant de mettre en place une solution? La réponse est non, parce que la solution va aider à structurer le process. Donc, forcément, l'homme doit s'adapter à la machine. C'est évident, parce qu'elle est structurante. Il y a des limites à ce qu'on peut faire en tuning autour de la solution, en fine-tuning, pardon. Après, les solutions sont quand même assez souples aussi. Donc, les solutions sont aujourd'hui suffisamment souples pour s'adapter au processus, pour être paramétrées, pour, s'il le faut, mettre un petit peu de développement pour s'adapter à des choses assez complexes. C'est un peu des deux, mais toute solution est structurante, il ne faut pas se mentir. Mais c'est une bonne chose que la solution soit structurante, parce que les processus, bien souvent, on a des clients qui ont des processus qui sont documentés sur au moins 150 pages. Hein. Donc, parfois, c'est assez compliqué. Donc, c'est une bonne chose de devoir s'adapter un petit peu à la machine. Oui, après, en complément, tout à fait, par rapport à ce que tu dis, sur l'aspect gestion crédit et gestion recouvrement, on a toujours moyen aussi, selon les types d'outils, sur des outils plus spécialisés, de court-circuiter une machine qui ne doit pas être vue comme une machine infernale. Et là, on a des moyens au niveau de la plupart des outils pour dire je ne veux pas que telle action se fasse, je veux prendre la main, je veux prioriser parce que mon interlocuteur est absent, parce que c'est un compte privilégié. Donc, je ne veux pas que ça soit la machine qui aille supplanter mes choix. Donc là, ça va dépendre après des approches, des outils et des souhaits aussi des utilisateurs clés qui ont paramétré la solution, qui peuvent choisir ou pas de personnaliser, de rendre personnalisable finalement un process donné. Et c'est vrai que le process est extrêmement structurant, c'est quand même l'avantage du RPA. Ok, donc vous les accompagnez dans la modélisation en fait, de leur scénario de relance, c'est ça si je comprends bien. Tout à fait, alors de bout en bout, mais après les utilisateurs volent de leurs propres ailes ou on peut les accompagner en les suivant s'ils le réclament. Et là, on a plusieurs profils d'interlocuteurs. On a ceux qui ne se sentent pas à l'aise dans de la modélisation et pour nous, c'est très rapide à modéliser.
Et comme le disait Alexis tout à l'heure, je crois que c'est Alexis qui disait ça, du moment qu'on a les choses sur papier, ben, nous, on a notre feuille de route, donc on sait modéliser. C'est ça le plus dur, c'est fournir la compréhension de ce qu'on souhaite mettre en œuvre. Ok. Et peut-être qu'un dernier conseil, quelle que soit la solution, il est extrêmement important d'organiser un transfert de compétences entre vous, vos équipes métiers, vos key users et l'éditeur de logiciels. Parce que cette solution que vous allez mettre en place se doit d'être malléable. Et là, les fonctionnalités pour l'être, mais par contre, cette malléabilité, cette adaptabilité, parce que finalement, vos clients évoluent, leur méthodologie de paiement, les crises et les périodes de non-crise évoluent également. Et donc, il faut que le plus vite possible, vos utilisateurs finalement mettent les mains dans le cambouis. Et finalement, ce n'est pas un cambouis qui est très sale. Ça permet tout simplement de savoir comment le logiciel fonctionne pour pouvoir tout simplement l'adapter au fil de l'eau. Ok. Ben, merci beaucoup en tout cas. Merci pour votre expertise, pour votre analyse sur le monde du RPA. Je pense qu'on en sort avec plus de questions, plus de réflexions. Pour moi, je n'ai plus le dernier mot de la fin. Je peux le laisser à Nicolas qui voulait revenir sur les adhésions, je crois. Je te laisse nous partager ton mot. Ok, je te remercie. Juste prochaine étape demain, mercredi, avec comment anticiper son recours judiciaire et l'algorithme qui va bien derrière. Alors, ça durera peut-être un peu moins longtemps qu'aujourd'hui. J'espère qu'aujourd'hui, vous en sortez avec beaucoup plus d'informations et ce qu'on entend sur le RPA, donc en gros, ce qu'il y a dans le capot de la machine. Je remercie Pascal, Olivier, Christophe et Alexis pour leur participation. Et le mot de la fin, tout simplement, très, très bête, vu qu'on est une association de credit managers par et pour les credit managers, qui a des très grandes sociétés, des ETI, des PME et des plus petites structures, une association qui vit par et pour ses adhérents. Et vu qu'on est en période de budget, pensez à budgétiser tout simplement le renouvellement de votre adhésion pour l'année prochaine. Voilà. Donc, je fais comme YouTube. Pensez au pouce vert, lâchez un com, partagez, activez la cloche. On vous remercie. On vous souhaite une bonne journée et bonne semaine. Et merci à tous.